RCN. Le son de la différence. Le son des bulles sur RCN. Eh bien, bonjour, chers auditeurs et amis du son des bulles de l'émission 100% consacrée à la bande dessinée et écoutable sur RCN 90.7. Alors, saluons les chroniqueurs du jour en nombre réduit, puisqu'il en manque 33,33% du groupe. Ça veut dire 2 sur 6. Donc, nous allons présenter Anne-Marie. Bonjour à tous. Anne-Marie, Isabella, belle, rêveuse, douce, l'éternelle amoureuse de Gigi. Un autre, tantôt Arlequin, tantôt Pierrot, tantôt Polichinelle, David. Bonjour à tous. Francine, donc dis-nous les absents. Ah, les absents, il y a Olivier, notre Zani, que je soupçonne fort d'être parti badifoler dans les champs et les prés avec Coco, mais cela ne nous regarde pas. Et évidemment, notre vénérable Charles, le docteur SBD du siècle dernier. Bien, Charles qu'on pourrait associer à Pantalon, mine de rien. Et il y a aussi les deux France, Francine et Françoise, animatrices du jour pour vous servir, et qui seront pour aujourd'hui, Colombine et Arlequine. Arlequine, moi je préfère Arlequine, hein. Mais dis-moi Colombine, Isabella, Arlequin, Polichinelle et tutti quanti, c'est pour fêter carnaval ou quoi? Carnaval peut-être, mais aussi parce qu'il y a un événement extraordinaire à Nancy, c'est pas rien. Du 21 au 25 février, Nancy est élue capitale mondiale du festival de la Commedia dell'arte, après Sydney, Hong Kong et Barcelone, excusez du peu. Alors la Commedia, c'est ce théâtre de rue italien qui a inspiré tant de comédies, et notamment Molière, qui met en scène des personnages costumés, masqués et irrévérencieux, qu'on connaît, hein. Polichinelle, Arlequin, Colombine, on les connaît tous. Alors allez voir sur votre moteur de recherche favori, le site JMC comme Journée mondiale de la comédie-nancy.fr. Le programme complet est décrit, ainsi que toute l'histoire de la Commedia, les liens avec la Saint-Valentin, les liens aussi avec Callot. Donc faites-vous plaisir, des spectacles dans toute la métropole, spectacles gratuits, sans réservation, dehors, plutôt court, 1 heure, c'est pas forcément très long. Et je rappelle le site, donc jmcnancy.fr, faites-vous plaisir, c'est quand même assez extraordinaire que ça se passe chez nous. Et voilà, comme les autres. C'est aussi, je crois, la fête l'anniversaire du jumelage de Nancy avec Padoue. Oui, c'est pour qui est ça. aussi en lien. Tout est lié, oui. C'est pour ça, justement, Padoue, où est née la Commedia dell'arte. Donc voilà, donc tout est dans tout et réciproquement. Et on va y aller. Voilà. Et voilà pourquoi nous avons décidé de faire une émission sur le thème théâtre et BD. Alors malgré nos recherches, nous n'avons rien trouvé ou très peu trouvé sur la Commedia dell'arte proprement dite, et obtenu peu de résultats sur le théâtre en général. Bon, il y a bien actuellement à la Comédie Française l'adaptation théâtrale de Culotté de Pénélope Bagieux, mais n'ayant pas vu la pièce, il nous semble difficile d'en parler. Il faut dire que l'adaptation théâtrale d'un album de BD, est très rare. J'y arriverai. Alors, outre Culotté, je ne vois que Quartier lointain de Taniguchi, adapté en 2011 par le metteur en scène suisse Dorian Roussel. La Comédie dell'arte, c'est du théâtre, mais c'est aussi des masques. Et en plus, nous sommes en période de carnaval. Alors, nous avons décidé aussi d'élargir notre thème aux masques. Et je vais maintenant passer le micro à David pour une histoire de masque bien particulier. Tout à fait. Alors effectivement, j'ai trouvé un rapport autour de l'œuvre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut, donc qui a été décliné déjà en roman, déjà de la part de Pierre Lemaitre chez Albin Michel, un roman donc qui a eu le prix Goncourt. Et puis ensuite, il s'est essayé en tant que scénariste avec au dessin Christian Demeter aux éditions Rue de Sèvres. À Au revoir là-haut, donc une BD. Donc, alors c'est une trilogie. Alors, mais je vais me concentrer essentiellement sur la première partie, donc qui est Au revoir là-haut, dans laquelle la notion des masques va être plus précisément évoquée avec le jeune Édouard Péricourt, un des héros de l'œuvre. Alors c'est un dessin vraiment, moi que je trouve admirable, fabuleux. Enfin, l'ambiance qui est dedans, elle est à la fois, elle retranscrit une période, une époque. Et Édouard est un petit peu la caution joyeuse, même s'il lui arrivait des choses très graves dans le roman. Je vais me pencher sur l'histoire en tant que telle. L'histoire, c'est ça qui nous intéresse. Édouard Péricourt est le fils de haute bourgeoisie, donc à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est un dessinateur fantasque rejeté par son père. Et Albert Meyer, un modeste comptable qui attend de tous les deux, d'ailleurs dans les lignes de tranchées, la promulgation de l'armistice avec hâte. D'ailleurs, le début de la bande dessinée nous met tout de suite dans l'ambiance.
c'est première guerre, dernier jour. Et c'est tout de suite les premières cases. On a l'ambiance de ce qui... Alors les soldats attendent bien sûr avec une grande impatience la fin de la guerre. Mais ça ne se passe pas exactement comme ils le veuillent. Le lieutenant Henri Pratel, aristocrate un petit peu arriviste, qui veut gagner ses galons de capitaine, provoque, frustré de ne pas pouvoir prouver sa valeur au champ de bataille, provoque un peu une dernière offensive contre les soldats allemands, alors qu'on est vraiment à 2 doigts de la fin de la guerre. Il envoie 2 éclaireurs, il les assassine. Alors, je spoil un tout petit peu, alors, malheureusement, je suis obligé de le faire, mais je ne spoilerai pas l'intégralité de l'album. Mais du coup, c'est notre Albert Meyer qui va être témoin de ça. Et le fameux lieutenant essaie de le faire disparaître. Ça ne se passe pas comme il le veut. Il y a une explosion, Albert se retrouve quasiment enterré vivant, et c'est Édouard Péricourt donc, qui va le sauver in extremis, qui va le sortir de là, mais lui également va être défiguré. Alors il y a ça commence très fort dans cet album. Édouard va donc être défiguré, donc ça va être une gueule cassée, comme on les appelle à l'époque. C'était tous ces soldats qui avaient la moitié de la tête arrachée par des éclats de boue. C'est ça, les gueules cassées, c'est abominable. Inférieure, des fois les trucs un peu enfoncés, etc. Et alors, petite anecdote, ceci dit, vous savez que le loto auquel on joue aujourd'hui a été, ça a été mis en place pour ces soldats, les blessés de guerre notamment. On a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est un détail qui a été fait. Le loto a été fait à l'époque pour aider ces gueules cassées. Voilà, bon, c'est un détail de l'histoire, mais en tout cas, ça avait cette valeur, en tout cas. Donc, les 2 camarades se retrouvent après-guerre, bien sûr, ensemble, mais le jeune Édouard Péricourt ne veut pas, vu son état physique, retrouver sa famille. Il ne veut pas montrer dans quel état il se trouve. Et grâce à l'aide d'Albert, il va emprunter une identité d'un soldat. Et ils vivront tous les deux donc, à Montmartre, dans une grande pauvreté, une grande précarité, alors que le père d'Édouard ne sera pas au courant que son fils est bien vivant et le croit mort. De son côté, alors l'intérêt de cette bande dessinée, c'est qu'elle est, à plusieurs exemples, elle montre un peu l'état de la société juste après-guerre. On a à la fois donc, des gens comme Édouard, Albert, et même le lieutenant Pradel, qui sont un écho un peu de ce qui pouvait se passer après-guerre, et de toutes les tentatives en fait ce que la guerre provoque même après-guerre. Enfin, les arnaques aussi, il y a eu beaucoup d'arnaques, ça c'est avéré. Donc démobilisé, Édouard vive difficilement. En plus, Édouard pour la douleur que provoque sa blessure, est obligé d'avoir recours à la morphine. Et cette morphine, c'est Albert qui lui procure, en allant des fois un petit peu titiller d'autres soldats qui en ont besoin. Donc voilà, il ramène la petite dose de morphine à Édouard. De son côté, Albert Meyer n'a pas beaucoup plus de chance. Il tente de retrouver son ancienne dulcinée, mais malheureusement, elle ne l'a pas attendue. Elle est repartie elle a abandonné la tente pour retrouver un meilleur parti, on va dire. Donc même pour lui, c'est pas terrible, parce que sa vie, elle est chamboulée également. Donc là, on voit toujours la vie de ces hommes qui est chamboulée quand ils reviennent. La part belle est bien sûr mise pour les morts de guerre, c'est évident que c'est une période où il y a énormément de cimetières, de morts. Les gens vont récupérer les corps de leurs proches. Mais on fait peu la part belle aux vivants. On les oublie un petit peu dans l'histoire, quelque part. C'est pas les héros. Les héros, c'est les morts. Les héros, évidemment, c'est un peu les morts, avec les monuments, etc. Et c'est pour ça que ça tourne un petit peu... Pierre Lemaitre, donc alors... attends, je me reprends un petit peu, parce que j'ai plein de notes partout, excusez-moi. Donc ce fameux shrapnel qui l'a défiguré, lui vient une idée, en fait. Ils vont mettre en place, avec Albert, qui est comptable, une arnaque. Une arnaque au monument aux morts, justement. Alors, ça n'a jamais existé, c'est dans le roman. Ils vont essayer de récupérer de l'argent, avec comme objectif, une fois que l'argent sera récupéré, de partir ensemble, à la date du 14 juillet, dans les colonies, pour vivre une autre vie, abandonner cette vie de misère qu'ils ont tous les deux. Le jeune petit Édouard va rencontrer une jeune fille aussi avec laquelle il communique. C'est une belle relation entre les deux aussi. Une petite fille qui parle pas, lui il parle pas parce qu'il est incapable de le faire. Par contre, il communique avec les masques, il communique avec d'autres types une autre expressivité que les masques lui permettent de faire, en fait. D'où le lien avec notre thème. D'où le lien avec notre thème, effectivement. Voilà, tout à fait. Voilà, merci. Voilà, donc on retrouve un petit peu, alors comme c'est un créatif, évidemment, le jeune Édouard, c'est très bien dessiné, donc il participe également à un concours que
son père organise dans le lotissement à Paris, c'est excusez-moi, les arrondissements. Les arrondissements, merci. Dans l'arrondissement dans lequel il a grandi, son père organise du coup un concours de dessin pour un monument aux morts. Et c'est justement, Édouard va participer à ce concours et le remporter bien sûr et gagner tout l'argent pour un peu prendre l'argent de son père. Parce que ça se passait pas bien avec son père. Hein. Son père ne voyait ça mais pas d'un très bon œil qu'il soit artiste. D'ailleurs, il le déconsidérait totalement. Il ne supportait pas ce fils un peu indigne quelque part. Enfin, il voyait pas en lui un homme. Pour lui, réussir, c'était être banquier, être la finance. Voilà. On réussit dans la vie quand on est médecin, quand on a un grand métier. Pas quand on est dessinateur de BD. C'est pourtant un grand... ils ne gagnent pas plus leur vie maintenant, les dessinateurs de BD. Ça dépend lesquels. Je n'ai pas de la BD, mais c'est vrai que vous voyez, déjà à l'époque... Il y en a qui la gagnent très bien. Oui, c'est vrai. Le fait d'être artiste, déjà à l'époque, c'était quelque chose de très mal considéré, on va dire. Hein. On ne réussissait pas dans la vie quand on était artiste. En tout cas, voilà. En tout cas, il a la chance, en tout cas, Édouard, de faire partie d'une grande famille et puis d'avoir eu la chance d'être dans la haute bourgeoisie. De son côté... ceci dit, le père d'Édouard n'est pas un si mauvais bougre quand même. Par patriotisme, en fait, il embauche Albert comme étant l'ancien collègue et ami de son fils comme comptable, mais ça va servir bien sûr les dessins des deux comparses. De son côté, il y a une grosse paranoïa qui arrive parce qu'Albert Meyer revoit à nouveau le fameux lieutenant parce qu'il veut se marier avec la fille. Avec la sœur d'Édouard. Alors c'est un peu, mais bon, la sœur d'Édouard. Et du coup, il revoit cet homme-là qu'il a vu assassiner deux éclaireurs. Donc il y a une espèce de paranoïa qui se met en place chez lui. Plus la morphine. Plus la morphine qu'il doit récupérer pour Édouard. Bref, il y a tout un. Alors, c'est assez génial parce que ça donne quand même un bel éventail de ce qu'est la société de cette époque. Le patriotisme, certes, c'est l'esprit français, c'est un peu un artiste provocateur qui faisait enrager son père. Édouard était courageux, attentionné. Édouard refuse la reconstitution faciale, parce que c'est aussi l'époque où la médecine fait de grandes avancées. Il la refuse. C'est quelque part une France qui ne peut pas guérir, qui ne veut pas guérir de la guerre, en fait, le jeune Édouard. Le jeu des masques d'Édouard cache ses blessures derrière les masques fantaisistes. Marcel Péricourt, donc le père d'Édouard, c'est le masque de l'entrepreneur, froid un peu. Pradel, c'est le masque du gendre parfait, quelque part, avec héros de guerre, mais qui cache une ordure quelque part, une espèce de salopard arriviste. Dans ce grand bal, Édouard fait tomber un peu les masques de ces différents personnages. Bon, bien sûr, je ne vous raconte pas trop la fin parce que ça finit de manière assez tragique. Ça finit de manière tragique. Mais voilà, et je trouve que donc derrière ce jeu des masques, dans le film notamment, c'est très bien retranscrit. Parce que j'oublie que le film existe aussi avec Dupontel. Je trouve que l'adaptation, les masques qu'on voit à l'écran sont fabuleux, sont magnifiques d'inventivité, etc. Et même les masques que portent à un moment donné les hommes politiques dans des facéties, dans des soirées, des orgies, etc. Je trouve que les masques aussi ont une importance parce que c'est le masque de la vie. Alors c'est pas pour taper non plus sur les très riches, etc. Mais c'est l'état d'une époque, ce sont les faits d'une époque avec des gens qui se sont malgré tout enrichis pendant la guerre. De manière un peu horrible. Là, en particulier, dans Au revoir là-haut, c'est un trafic autour des corps, des faux monuments aux morts. Bon, ça n'a jamais existé, a priori. Mais en tout cas, le trafic des corps qu'on récupérait parce que les familles voulaient absolument revoir le corps d'un proche, ça a quand même existé. Il y a eu même on remplissait avec du sable pour faire croire que le corps était dedans, des bouts de corps. Bon, excusez-nous auprès du jeune public qui écouterait ça, mais c'est vrai que les corps reconstitués, on ne sait pas trop si c'était un soldat allemand. Qui serait sous l'Arc de Triomphe, en fait. Voilà, c'est des petites anecdotes comme ça. Alors moi, ça me touche particulièrement parce que je vous n'avez pas sans vous rappeler que j'avais fait un carnet sur la guerre de 14. Et voilà, donc c'est un roman que je conseille de lire parce qu'il y a des petites variantes. Alors, entre le roman, le film, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a des petites libertés qui ont été prises par Dupontel en particulier, sur des fins
avec ses gueules cassées ouais. Tout dans à Putain de fait, guerre, oui. notamment. Ouais, Voilà, quoi. c'était une période tellement Voilà. incroyable. Mais la Bon, bande voilà. dessinée est hyper réaliste. Moi, je sais que j'ai du mal avec toutes ces... Enfin, de par mon boulot, hein, avec toutes ces souffrances et ces difficultés. Et heureusement qu'il y a les BD qui m'a fait prendre connaissance de l'œuvre. J'ai pas pu voir le film ni rien, mais c'est vraiment hyper réaliste. Et en même temps, c'est émouvant impossible que cette œuvre... Ah, mais c'est pas pour rien qu'il a eu prix Goncourt. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est une belle Il y œuvre. a tout enfin, juste 10 ans. Je suis d'accord, on va dire. Voilà. En tout cas, Il y a 10 voilà, ans. pour le- Ça fait Ah, 10 déjà, ans ouais. en 10 ans, 2023. d'accord. Ouais. Ah bah, Voilà. bon, bah, on va enchaîner Un avec... peu de légèreté. Oui, un peu de légèreté, je sais pas. Enfin, je sais pas ce que va nous en dire Francine. Si, c'est plus léger. Elle va nous faire une interview donc de Natacha Sterk de la compagnie You'll Never Walk Alone. Alors Natacha, ne pas confondre avec Natacha hôtesse de l'air qu'on a connue quand on était petit, rien à voir. Alors oui, tout d'abord, un petit mot quand même sur Natacha Sterk. C'est une comédienne, autrice et metteuse en scène. Elle a fondé en 2016 la compagnie de théâtre You'll Never Walk Alone à Strasbourg. Oui, alors un petit extrait de You'll Never Walk Alone de Jerry and the Pacemakers. Est-ce qu'il y a des amateurs de football ici ? Pas du tout. Non, pas vraiment, c'est dommage, parce que c'est quelque chose, c'est l'hymne emblématique des Reds de Liverpool, qui reprend d'ailleurs une chanson extraite d'une comédie musicale de 1945, et c'est justement cette chanson qui a inspiré aussi le nom de la compagnie. Alors, l'objectif de la compagnie, comme son nom l'indique, You'll Never Walk Alone, c'est le désir de construire ensemble et de penser le monde collectivement en puisant ses références dans la pop culture. Alors, la dernière création, définie comme un manga théâtral, est actuellement en tournée et sera donnée à la Manufacture de Nancy les 23, 24 et 25 mai prochains. Elle s'intitule « Un jour, j'irai à Tokyo avec toi » et a pour sous-titre « Une histoire du manga en France ». Alors, nous pouvons être présentes à l'émission. Natacha Sterk a accepté de répondre en vision à nos questions. Alors, question, qu'est-ce qu'un manga théâtral, puisque c'est ainsi qu'elle le définit, et comment et pourquoi ce projet est-il né ? Écoutons-la. L'idée était vraiment de pas juste adapter un manga au théâtre, finalement adapter une histoire, ce qui peut se faire comme on adapterait un roman, comme on adapterait, et simplement le mettre dans les codes du théâtre, mais de s'interroger vraiment sur le médium, manga, quels sont ses propres codes, comment il fonctionne, avec finalement, oui, ses caractéristiques propres, au-delà de l'histoire, et l'envie un peu double, à la fois de raconter donc l'histoire de l'arrivée du manga en France depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, qui a vraiment... Voilà, et c'est une grande histoire avec une vraie évolution dramaturgique, avec des débuts pas forcément évidents, et puis petit à petit une installation jusqu'au gros boom d'aujourd'hui et l'essor qu'on connaît. Et puis à la fois pouvoir raconter cet aspect très... La forme de la pièce, finalement, je l'ai construite de manière très kaléidoscopique, vraiment comme une mosaïque pour permettre de montrer toute la richesse et toute la diversité de ce médium qu'on cantonne finalement, par mes connaissances, parfois beaucoup au shonen, donc les histoires d'aventure pour adolescents, si je suis un peu schématique, et alors que c'est un médium, et comme tout médium, c'est très vaste. C'est comme si on réduisait le cinéma finalement au film d'action. Non, il y a plein de types de cinéma. Et du coup, voilà, c'est une pièce que j'ai voulu finalement comme une sorte de magazine vivant de toutes les possibilités qu'offre le manga. Et pour faire ça, je me suis aussi interrogée finalement quelles sont les caractéristiques fortes de ce médium et comment on peut ou non les transcrire au théâtre. C'est-à-dire que la grande différence, c'est qu'on part d'un art séquentiel qui, par définition, travaille sur cette notion d'ellipse. Alors qu'au théâtre, on est ici maintenant dans un temps propre et continu. Ça, c'est la grande différence, ce qui se traduit dans l'écriture surtout par un ensemble de beaucoup de scènes très rapides enchaînées qui partent très vite d'un espace à l'autre, d'un univers à l'autre, ce qui techniquement est
costaud et sportif pour l'équipe. Et puis après, il y a cette notion de personnage, d'émotion, avec oui, ce rapport au corps dans le dessin des personnages, au regard, à tout ce qui transparaît. Et ça, pour le coup, c'est beaucoup plus proche du théâtre Oui. et plus, pas forcément plus facile, mais plus évident à travailler. Donc, il y a un grand rapport de corps, de mouvement, d'espace qu'on a travaillé avec les acteurs vraiment en lien avec l'image des bandes dessinées japonaises. Voilà, notamment. Après, on a tout un travail sur l'espace, de comment travailler sur la case, qu'est-ce que ça génère sur un plateau de théâtre de partir d'une page blanche aussi, et puis de créer un univers. Sur quels éléments scéniques, justement, vous êtes le plus appuyé pour retransmettre ça? Le jeu des acteurs, le décor, la lumière, la vidéo, la musique, le rythme, et qu'est-ce qui vous a posé le plus de contraintes à la limite? Ce qui est le plus difficile, c'est le rythme. Le rythme. Parce que on est obligé de passer par un rythme qui nous transporte, qui nous dépasse, parce que même sur des séquences qui sont plus émotionnelles, plus calmes, plus douces, malgré tout, il y a un rapport à... J'avais envie, en fait, que le spectateur se sente comme un lecteur. Et le lecteur, il peut tourner les pages très vite. Donc ça a été assez difficile à rendre, et ça l'est toujours, parce que le spectacle est encore frais et on est encore en rodage, quoi, pour bien sentir comment arriver à maintenir ce rythme-là. Les acteurs de mon spectacle, dont certains travaillaient déjà avec moi sur le spectacle précédent sur le football, disent que c'est un spectacle plus physique que le spectacle sur le sport, finalement. Parce qu'il y a cette notion de rythme à tenir. Ça ne veut pas dire que tout va forcément vite, mais il faut très vite passer d'une scène à l'autre. Et le lien se fait comment, alors, entre les différentes scènes? Parce que bon, apparemment, vous faites appel à plusieurs mangas, enfin, il y a plusieurs inspirations, du moins, de mangas, de mangaka. Donc, c'est très vaste aussi au niveau du temps, hein, puisque vous partez des années 70 pour arriver jusqu'à maintenant. Donc, des scènes qui vont se succéder, voire peut-être même se chevaucher un peu. Alors, comment faites le lien, justement, entre ces différentes scènes? Eh bien, on utilise plusieurs outils de théâtre. Alors, ça se joue beaucoup avec la lumière, qui est notre outil le plus rapide au théâtre, mais il y a aussi ce qui joue énormément dans le spectacle, c'est les changements de costumes. D'accord. Les personnages se transforment très vite, et nous amènent très vite à basculer d'un univers à l'autre. Il y a pas mal de mouvements de décor aussi. Voilà. Pour le coup, oui, je dirais que c'est surtout techniquement que ça se joue. Et quel est le public visé? Bon, je pense, c'est mis à partir de 11 ans, donc je pense principalement les ados, les jeunes adultes, et puis voir aussi comment vous arrivez à capter le public du théâtre, comme moi, par exemple, voilà, qui ne suis plus ado. Ce qui est assez passionnant, c'est finalement pouvoir raconter quelque chose auquel on ne s'attend pas, que finalement c'est une histoire transgénérationnelle qui commence dans les années 70 et qui, malgré le fait que tout le monde ne lise pas forcément de manga, on se rend assez vite compte que il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu un aperçu, ne serait-ce que dans leur enfance ou dans leur jeunesse, ou justement par leur lien à leurs petits-enfants. Tout à fait, par les enfants, par les petits-enfants. Et ce qui m'a importé, c'est de pouvoir raconter une histoire où, quelque part, si on ne connaît pas les références, ce n'est pas grave. Ce qu'on raconte, finalement, c'est une histoire de
de rêve et d'envie que tout soit possible. Pour partir, une envie de croire au pouvoir de l'imaginaire. D'accord. Et ça, finalement, ce que raconte la pièce, c'est que le manga nous permet de nous échapper dans l'imaginaire. Mais ça, finalement, ça pourrait être valable pour d'autres médiums aussi. Et c'est un message qui me semble universel et recevable par tous. Et c'est vrai que beaucoup de mangas reprennent justement un peu les idéaux que peuvent avoir les jeunes, que ce soit au niveau du sport. Hein. Je pense, il y avait par exemple Olivier Tom à un moment donné, au niveau de la musique aussi, au niveau de l'art, c'est un petit peu toutes les aspirations qu'on va retrouver. Donc effectivement, ça colle très bien de ce côté-là. Tout à fait. Et l'envie, c'est aussi de pouvoir créer ce partage-là et c'est assez chouette les représentations qu'on a pu faire jusqu'à présent, le retour des spectateurs. C'est assez agréable de voir que pour une fois, les jeunes ont plus de références que les adultes. Oui, du coup, on entend à la sortie du spectacle des jeunes, des enfants partir de la salle avec leurs parents en disant « Ah, et puis ça, c'est ça. Et en fait, ça voulait dire ça. Et cette référence-là, c'était ça. » Et c'est chouette parce que c'est souvent l'inverse finalement. Oui, tout à fait. Où après le spectacle, l'adulte va expliquer. Alors ce moment-là, c'est parce que il y avait ça. Voilà, ça, on a un peu l'effet inverse et ça c'est quelque chose que je trouve chouette. Le son des bulles sur RCN. Ah ben, belle interview qui finalement déplace les codes et puis les spectateurs. Je trouve que c'est bien agréable à écouter. Ouais, c'est vrai. Voilà. En plus, si on le parlait, j'ai repéré là, quand elle disait l'adaptation d'un roman à la BD, de la BD, un peu avec ce qu'on a. Là, c'est qu'une partie de l'interview. C'est une partie, oui. C'était très intéressant de dire que c'est pas du tout les mêmes médiums et qu'il faut forcément même. Pierre Lemaitre, qu'on retrouve au scénario, finalement, a dû faire une espèce de pirouette. Le passage du roman à la BD, donc il a adapté son dans œuvre. les transpositions. Forcément, les transpositions sont très sympas, mais c'était cool. Eh ben, on va se faire plaisir avec une pause musicale autour du bal masqué. Yes, allez. Bon, écoute, c'est un truc de vieux. Ah, c'est bête que j'ai des prothèses hanches, ça me rappelle mes 20 ans. Hein. Eh ben, on va enchaîner là avec Francine qui va nous mettre un spot sur mes deux dieux préférés quand même, Bilal et Shakespeare. À toi, Francine. Ah, Shakespeare, oui. Alors, quand en plus c'est Bilal qui l'inspire, c'est un pur bonheur. Alors, tiers, c'est gagnant, puisque Shakespeare-Bilal, une rencontre, se décline en une expo, un catalogue d'expo, et évidemment, l'album Julia et Rome. Alors, actuellement, et ce jusqu'au 2 mars, la Galerie Barbier expose donc des dessins originaux de Julia et Rome, deuxième tome de la trilogie Coup de sang, publié en 2011 chez Casterman. Non pas une adaptation, mais plutôt une mise en abîme du mythe universel de Roméo et Juliette. Nous ne sommes plus à Vérone, mais dans une contrée désertique, un monde monochrome traduit par le trait au pastel et crayon gras noir, bleu, rouge et blanc sur un papier teinté ocre, couleur de terre, mettant parfaitement en valeur les rehauts de blanc. Alors, accompagnant les planches, à l'exposition, on a également des citations de Juliette et Roméo de Shakespeare. Alors, note de l'éditeur, on va commencer par l'album justement Julia et Rome. Alors, note de l'éditeur. Après le coup de sang environnemental dont Animals relatait l'impact tragique et dévastateur, la planète s'apaise et se recompose. Les survivants réapprennent à s'organiser. Dans cette géographie chamboulée, des déserts ont surgi. Et c'est au cœur de l'un d'entre eux, bien improbablement situé à l'emplacement de la mer Baltique, que l'on suit la trace d'un ex-aumônier militaire énigmatique, installé au volant d'une Ferrari électrique lancée à plein régime. 3 personnages vont croiser sa route, 2 jeunes hommes qu'il sauve in extremis de la mort par déshydratation et un rapace blessé par balle dont il répare l'aile cassée. Nous sommes donc après le coup de sang et la mise à l'épreuve nous sommes donc dans l'après et la mise à l'épreuve de groupuscules de survivants à qui la planète va donner une nouvelle chance. Déjà dans Animal Z, la planète cherchait à comprendre ce que les humains avaient gardé de leur histoire, de leur culture, de leur mémoire. Alors dans Julia et Rome, la planète va mettre les personnages à l'épreuve en leur faisant rejouer le drame shakespearien. Dans cette réécriture post-apocalyptique, la pièce est mise en abîme. Bilal va en garder la trame avec l'intention d'aller vers un happy end. Alors, pour pouvoir changer le cours de l'histoire, il leur faudra faire appel à leur mémoire. Et ses frères Laurence, l'aumônier militaire multiconfessionnel au symbole des 3 religions monothéistes gravées sur le front, le frère Laurent de Shakespeare, qui peu à peu va prendre conscience de la similitude
des personnages et événements avec la pièce de Shakespeare, à commencer par les patronymes. Alors, Julia et Rome, bien sûr, mais également Merc-Tib pour Mercutio et Tibère. Il va passer du vague soupçon à la certitude et tout faire pour sauver ceux qui, peu à peu, sont envahis à leur insu par la langue même de Shakespeare. Mon pauvre Rome, déjà mort, poignardé par l'œil noir d'une blanche donzelle, frappé à l'oreille par un chant d'amour, atteint au beau milieu du cœur par la flèche de l'aveugle Archéro. Alors l'expo, l'album, on va maintenant passer au catalogue. Alors 4e ouvrage de la collection Une rencontre Shakespeare-Bilal, une rencontre offre donc à l'artiste l'occasion de revenir sur Julia et Rome. Alors c'est un album qui est publié, j'ai oublié de le dire, aux éditions Marie Barbier. Voilà, Marie Barbier. Alors, il a fallu faire un choix à Bilal parmi les cases de l'album. Alors, il a choisi une 60aine de cases. Et donc, on va avoir une 60aine de dessins préparatoires à la mine de plomb sur cale qui vont être mis en relation avec leur exécution au pastel et crayon gras sur papier teinté. Alors, sur la page de droite, là où se pose l'œil en premier, on va avoir l'esquisse. Et sur la page de gauche, la case originale sur papier teinté. Après une préface introductive, l'ouvrage s'ouvre sur un entretien exclusif avec Bilal sur la jeunesse de l'œuvre, dont 8 pages sont consacrées au ballet Roméo et Juliette de Prokofiev. Et oui, c'est la première rencontre de Bilal avec Juliette et Juliette. Oh, Juliette et Roméo, j'y arriverai par l'intermédiaire de la danse. Je suis troublée. Bilal et Shakespeare, c'est trop pour moi. Alors, en 1990, le chorégraphe d'origine albanaise Angelin Prejlogaj a fait appel à lui pour la réalisation des décors et des costumes de sa transposition du ballet Roméo et Juliette de Prokofiev dans une dictature de l'Est créée à l'Opéra de Lyon. Si Juliette, la fille du dictateur, fait partie de la classe des privilégiés, Roméo, lui, fait partie des homeless. Une note finale viendra faire dialoguer les deux œuvres, Roméo et Juliette et Julia et Rome. Alors, pour conclure, quand même, la toute première rencontre de Bilal avec Shakespeare, n'est toutefois pas Juliette et Roméo, mais Hamlet. En 1997, en fait, il avait illustré 11 scènes d'Hamlet transposées par l'écrivain japonais Toshihiko Yaaji dans le monde des Yakuza, dans un Tokyo futuriste. C'était paru sous le titre Jinji dans le magazine Buzz de l'édition japonaise. Les 11 illustrations ont ensuite été reprises dans l'état des stocks de 2006 chez Casterman. Alors voilà pour Shakespeare. Ah, c'est quand même magnifique. C'est super. Et maintenant, puisque tu m'avais gentiment donné la parole tout à l'heure, eh bien François, je te la rends à toi. Ah bah voilà, on va les autres tant pis. Merci Francine. Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui d'une BD qui s'appelle Peter Gynt, je sais pas comment vous le prononcez. Voilà, Peer Gynt, voilà, moi j'ai toujours, voilà. D'après une pièce d'Henri Sben, norvégien de 1867, la pièce, et qui a été mise en dessin, donc en BD par Antoine Carion dans la collection Métamorphose en 2021. Donc il y a quand même un décalage temporel, si je puis dire. Alors le personnel en question, qui s'appelle Peer Gynt, aurait existé, c'est le personnage du folklore norvégien. Alors ambitieux, effréné, hâbleur, lâche, rêveur, mais alors attachant. C'est vraiment une horreur quand on le voit, mais en même temps on l'aime bien quand même. Alors on dit de lui qu'il y a une phrase que j'aime bien qui dit celui qui désire quelque chose crée un vide en espérant que son attente sera comblée. Mais avec ce héros qui rêve de tout, quelle taille donner à ce vide? Qui est-il? Alors, il a un rêve de devenir grandiose, fabuleux, mais on ne sait pas quoi. Il n'a pas un rêve précis en se disant « je vais être shérif-chef ou maître du monde ». Donc, il a toujours des projets de château, de princesse, de belle vie et tout, de puissance, mais pas forcément à n'importe quel prix quand même, parce qu'il est assez fantasque, il change d'avis. Par exemple, il dit « pour épouser une princesse et gagner un beau royaume, je serai disposé à quelques sacrifices, mais tout a une limite. Je me suis laissé attacher une queue, donc une petite queue artificielle, c'est vrai, mais je serai toujours libre de la détacher. » Donc, il n'est pas menteur, il est quand même imagineur ou imaginateur de sa vie, bousculé en permanence par des rêves, des colères, des envies, des peurs. Il fait des rencontres improbables avec des vrais personnages ou alors avec des trolls. On ne le croit pas, mais on a envie de le suivre dans ses délires parce que ça vend du rêve. Enfin, pas forcément toujours, il est quand même en danger. Il se sert de la vie au mépris des autres. Il dit, au diable les souvenirs, au diable les femmes. Mais en même temps, il dit, je veux pas que tu m'oublies. Donc, il a une espèce de sensibilité, de trouille, voilà. Alors, est-ce qu'il est fou? Il est libre, il
est aliéné à ses rêves, on ne sait pas, est-ce qu'on l'aime, est-ce qu'on l'aime pas. Je vous dis, il est odieux, enfin bref, on ne sait pas trop quoi penser de ce brave monsieur. Enfin, de brave monsieur, façon de parler, quoi. Alors ça, cette BD, c'est une farce, quoi, parce qu'on y voit des trolls, on y voit des personnages différents. C'est un peu c'est même complètement un conte fantastique, empreint de réalité. Alors, soit les dialogues sont blancs quand c'est des personnages plutôt réels qui parlent, ou alors plutôt noirs quand c'est des trolls qui parlent avec d'autres personnages. C'est un carrefour de rêve, un carrefour de vie, un carrefour de réflexion. C'est un peu chiffon, et en même temps, il y a des dessins qui sont magnifiques. Le graphisme est splendide, de toute beauté. C'est que du gris, que du noir, que du blanc. Je ne sais même pas s'il y a des vrais blancs dedans. Et ça donne des émotions fabuleuses. Le soleil, même le soleil qui est peint en gris, en noir, quoi, on a l'impression qu'il brille. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a dans ce personnage la folie d'un Hamlet ou d'une Ophélie. Il y a les envolées lyriques des fois d'un Cyrano. Enfin bref, on se retrouve dans le théâtre et tout. C'est une BD qui est étrange, qui est fascinante. C'est hypnotique et on dirait du théâtre. Et puis d'ailleurs, ça tombe bien parce que au départ, c'était quand même du théâtre. Et puis, c'est quand même un objet assez exceptionnel. Ah, il est là, magnifique. je l'ai déployé parce qu'en plein milieu, poster, on ouvre une page qui s'ouvre à nouveau. Donc, il n'avait pas assez de place pour dessiner, le brave garçon. Et donc, du coup, on a un truc incroyable. Un milieu de page comme ça. Il fallait rallonger les feuilles. Mais oui. C'est sympa. C'est vrai que c'est... c'est somptueux, c'est vraiment, pourtant c'est noir, mais alors c'est une œuvre d'art, quoi. Après, l'histoire, elle est, mais rien qu'à regarder, c'est un livre qui se caresse, quoi, comme je dis, comme j'aime bien caresser les livres. Moi. Et ça, c'est chez Métamorphose. Ouais, Métamorphose. Antoine Carillon. C'était bien, j'ai fait plaisir. Merci Francine, c'est Francine qui me l'a prêté. Ah ouais, alors, 2 Ibsen, sinon rien. Hein. Ah bah oui, et merci Francine. Grand Nancy Thermal connaîtrait actuellement quelques soucis, paraît. Mais apparemment, il n'est pas le seul. Hein, et c'est dans un autre établissement thermal qu'Anne-Marie, l'amie du peuple, a décidé de nous entraîner. Et oui, en fait, là, je vais vous parler d'une pièce de théâtre du même auteur, donc Henrik Ibsen. Alors, il a écrit quand même ses pièces dans les années 1880. Celle-ci, c'est 1882. Et c'est donc, elle a été jouée pour la première fois, donc ça s'appelle L'ennemi du peuple. Là, la BD, c'est une adaptation de Ravi Rey chez Dupuis. Alors, c'est une pièce sur la tyrannie de la majorité. Alors, je ne parlerai pas trop de l'histoire, en fait. Je vais vous la laisser découvrir, mais je vais vous parler de l'histoire, du fond, de ce qui se passe. Alors, il faut savoir que Henrik Ibsen a écrit cette pièce devant l'agressivité et des réactions provoquées par les critiques sur sa pièce Les Revenants, qui était une satire d'une époque puritaine. Donc, il y a eu de nombreuses adaptations au théâtre, bien sûr, au cinéma et en BD. Alors, les adaptations théâtrales, il y en existe dans plusieurs pays. Et la dernière française date de 2022. Mais toi, Francine ? Alors, moi, je n'ai pas vu celle de 2022, mais moi, j'ai vu celle de 2019. Et j'avais eu l'occasion, justement, de rencontrer Ravi Rey alors qu'il était en train de plancher sur l'album. Il m'avait dit alors, justement, être parti de la magistrale mise en scène livrée par Jean-François Sivadier en 2019, pièce que j'avais vue. Alors, étant donné que j'avais vu la pièce dans la même mise en scène, autant dire que j'attendais l'album avec impatience. Ouais. Et je dois dire que sur le coup, j'étais déçue. Ah ouais. Parce qu'elle m'a paru bien sage à côté de la mise en scène en vitriol, notamment dans la scène de la réunion publique du 4e acte, qui fait sauter, carrément exploser le 4e mur avec un Nicolas Bouchot absolument hallucinant. Alors là peut-être se trouve justement la limite de l'adaptation d'une pièce de théâtre en BD, passer du spectacle vivant au papier. Maintenant, avec le recul, je serais quand même un peu moins catégorique et je ferais bien de faire mien les propos de Pierre Lemaître qui dit qu'une adaptation, ce n'est ni une fidélité, ni une trahison, c'est une autre œuvre, pour reprendre justement. Et donc, il faut éviter de comparer une adaptation à l'œuvre originale. Ce sont 2 œuvres différentes. Oui, donc, après, chaque interprète
quelque part, c'est une façon d'interpréter l'œuvre originelle. Chaque interprète le fait un peu à sa façon. Tout à fait. Alors, c'est vrai que là, on peut être un petit peu sur sa fin. Cette critique-là, je l'ai retrouvée à plusieurs endroits. Sur cette réunion publique où on aurait pu s'attendre à quelque chose d'un peu plus magistral. Là, c'est plus... comment je dirais, l'accent est plus porté sur les personnages, sur les différents personnages. Donc, il faut savoir aussi que ça a été réalisé, ça a été porté à l'écran en 78. Alors, c'est vraiment une œuvre qui a été adaptée de nombreuses fois. Donc, en 78, c'est le réalisateur américain George Schaefer, et le rôle principal était interprété par Steve McQueen. En 89, il y a eu une adaptation indienne du réalisateur Satyajit Ray qui a été présentée hors compétition au Festival de Cannes. Et il y a eu un film turc aussi de Burning Days, sorti en 2022. Le réalisateur turc Emin Alper cite Un ennemi du peuple d'Ibsen comme l'une de ses principales inspirations. Il faut dire que c'est quelque chose qui est... qui peut être contemporain tout le temps. Qui est très contemporain. C'était incroyable. Parce que Ibsen, c'est 19e. Hein, c'est ça. Que ce soit ton livre ou le mien, c'est 1870. Quoi, ça... Et pourtant, c'est maintenant. On s'y retrouve complètement. Alors, Ravi Ray, un illustrateur qui a travaillé pour l'animation, qui a été au storyboarder pour des agences de publicité. Et là, la BD, pour moi, elle est assez proche du fantastique quand même. Il y a des images un peu fantastiques, un dessin semi-réaliste, des couleurs bichromiques qui jouent un rôle narratif important, qui permettent de repérer des situations émotionnelles fortes. Alors, les acteurs de ce drame, écrits il y a plus d'un siècle, sont très actuels, c'est ce qu'on vient de dire. On retrouve les classiques de représentation, le scientifique, cheveux fous, lunettes rondes, l'édile bedonnant, cigare et verre à la main, le conspirateur défenseur des droits, enfin surtout des siens, l'enseignante idéaliste voulant imprégner les enfants d'un esprit critique contre le programme assimilé, journaliste contraint par sa rédaction et les actionnaires. Et il y a la communauté, assimilant comme vérité toute information assénée avec autorité par le leader de la communauté. Ça, c'est assez impressionnant. Et c'est ça qui est peut-être pas trop mis en avant. Voilà. Alors, quand la majorité impose sa loi et son pouvoir aux dépens de la raison ou de la science, qui doit-on croire est celui qui parle le plus fort? Pourquoi tant de moutons dans ces planches? D'un moment, je me suis posé la question, pourquoi tant de moutons? Il y en a même qui provoquent des accidents. Le scientifique qui dérange par ses annonces inquiétantes, faut-il revenir en arrière pour éviter la catastrophe? Pour moi, ces prévisions qui dérangent dans ce texte résonnent avec les prévisions d'un certain GIEC. On pense à une représentation du lanceur d'alerte qui lutte contre tous et à quel prix, vous le découvrirez dans la BD. Sont mobilisées aussi la rivalité fraternelle, c'est très intéressant aussi. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on retrouve comme ça. Les enjeux de pouvoir, les enjeux financiers face aux contraintes sanitaires, bref, que des événements très actuels. La BD reflète très bien les ressorts du théâtre avec des rebondissements, des chapitres correspondant aux différents actes de la pièce. Là-dessus, il est assez, je pense, fidèle. Donc, le dessin est semi-réaliste. La bichromie, j'en ai parlé tout à l'heure, ça fait bizarre. C'est très, très bizarre. Ça fait un peu froid dans le dos à certains moments. Bref, c'est une histoire qui pourrait être vraiment contemporaine autour de l'appât du gain, de la corruption, de la fragilité des convictions aussi, le pouvoir, la démocratie, voilà. Toutes nos craintes actuelles, on les trouve là, dans quelque chose qui existait en 1882. Et pour rester dans l'actualité de Ravi Ray, il va sortir un album dans la collection justement de Simenon, Les Romans durs, après donc le Passager du Polar Lys, après La neige était sale qui vient de sortir. Le prochain, ça sera Ravi Ray au dessin et José-Louis Bocquet au scénario pour Quartier Nègre de Simenon. Voilà. Je pense qu'on pourrait à l'occasion aussi faire des chroniques spéciales sur les adaptations de Simenon qui sortent en ce moment. Il y en a pas mal. Hein. Ah ouais. Bah, pour l'instant, il y en a. Disons, on est seulement la 3e. Peut-être attendre un petit peu qu'il y ait de plus de sorties.
Et quand Voilà. tu parles du monde politique, est-ce qu'il y a une adaptation des Mains sales de Sartre en BD? Est-ce que vous savez ça ou pas? Qui est quand même la représentation typique de la... Ça pourrait, oui, Ouais, c'est voilà, bon, l'actualité. Oui, on est dedans, effectivement. Bien. Et ben pour une dernière chronique de cette émission, je crois que Francine va nous encore trouver un truc improbable. Improbable pour moi. Shakespeare, Encore toujours Shakespeare. Ah, Ah oui. Alors, avec la pièce manquante, parue chez Dargaud l'an dernier, Jean Arambat nous transporte dans l'univers du théâtre anglais du XVIIIe siècle à travers une enquête picaresque à la recherche du manuscrit perdu d'une pièce écrite par Shakespeare, évidemment. Moi, je disais Shakespeare quand j'étais petite. Shakespeare. Alors, le pitch de l'éditeur, Londres, 1744. La comédienne Peg Woffington tourne en rond. Depuis que les femmes ont enfin le droit de fouler les planches, le public ne se presse au théâtre que dans l'espoir d'apercevoir un bout de cuisse. Alors, les regards lubriques condamnent Peg à jouer en pantalon des personnages masculins. Mais un grand rôle féminin l'attend, celui de l'héroïne d'une pièce disparue du grand William Shakespeare. Flanqué de son fidèle Sancho, Peg se lance dans une enquête picaresque à la recherche de ce chef-d'œuvre mystérieux. Après la comédie d'espionnage Opération Copperhead et le récit à énigme The Detection Club, Jean Arambat, prix Goscinny 2018, clôt son triptyque dédié à la littérature anglaise avec cette chasse au trésor virevoltante, facétieuse et merveilleuse au cœur de l'Angleterre du XVIIIe siècle. Alors la fameuse pièce perdue ne serait ni plus ni moins que l'histoire de Cardenio, une pièce dont le manuscrit s'est perdu, donc jouée en Angleterre pour la première fois en 1612 ou 1613 et attribuée 40 ans plus tard à Shakespeare, mettant en scène un passage de Don Quichotte. Et oui, excusez du peu. Donc Cardenio et Dorothea, rôle auquel aspire notre Peg, sont les principaux protagonistes. Alors il n'en subsiste aujourd'hui qu'une médiocre adaptation signée par Lewis Theobald, un critique littéraire et éditeur, entre autres, de pièces de Shakespeare. Alors si c'est une œuvre de fiction, la pièce manquante s'appuie toutefois sur des événements bien réels. Les deux théâtres en compétition, le théâtre royal de Drury Lane et celui de Covent Garden. Peg Woffington, née Margaret Woffington, 1720-1760, est bien une actrice du XVIIIe. Il suffit de parcourir sa biographie pour s'apercevoir que la BD ne ment aucunement sur son talent, ses amours et ses dons de funambule. Quant au fidèle Sancho, ça ne s'invente pas. Ce n'est autre qu'Ignatius Sancho, un écrivain et compositeur de l'époque. On y croise également ces dames du Shakespeare Ladies Club et j'en passe. Ce récit séquencé comme une pièce en 3 actes est un petit bijou de truculence, de drôlerie, érudite à consommer sans modération pour un pur moment de réjouissance so British. Oh, bien. Écoute, on va suivre tout ça. Eh oui, ça fait envie, tout ça. Oui, que de chronique. Mais en tout cas, on peut se rendre compte que finalement, le théâtre a bien inspiré la BD. Alors que, voilà, c'est vraiment d'une richesse, les transpositions, pas forcément fidèles, comme on l'a dit, parce que c'est pas une copie, mais en attendant, c'est quelque chose qui nourrit bien. On a eu plus facile à trouver des pièces de théâtre transposées, mais la Commedia dell'arte, j'ai demandé aux Italiens, j'ai demandé à l'Académie internationale du Festival de l'Arte, de la Commedia dell'arte, ils n'ont rien en BD. Donc, allez-y, messieurs, mesdames. Sollicitons les scénaristes français pour aller vers cet univers des masques, etc. Donc voilà, c'est la dernière chronique. Est-ce qu'il y a des infos? Je crois que David, tu as une actualité à nous traduire. Oui, alors rapidement comme ça. En fait, il y a le Crous qui relance le fameux concours de bande dessinée, donc au niveau à l'échelon local. Puis après, comme on l'a fait l'année dernière, c'était sur le thème de la métamorphose. Cette année, c'est sur le thème de l'espoir. Donc les planches sont encore à envoyer, j'imagine. Donc il y a encore possibilité pour les jeunes étudiants de gagner un prix. Donc il y a 3 prix à hauteur de 2000, 1000 et puis 500 €. Donc allez-y, donc on fera partie du jury. Voilà, je crois que... C'est vrai. Ah bah oui, je suis désolée, quand c'est pas mes bracelets, c'est mon stylo. Je suis infernale. Désolée Jean-Luc, désolée. Donc on va vous laisser sur la fin de cette émission. Je voulais apporter une précision quand même. Colombine est l'amoureuse d'Arlequin et pas de Pierrot. Non, mais ça c'est hyper important quand même. Elle a le droit de changer. Elle a le droit de changer, mais c'est Arlequin qui est quand même plus fantasme. Un Pierrot un peu mou, un peu triste. Voilà. Alors on va vous laisser sur cette précision. On vous souhaite plein de plaisir lors du festival et de la lecture de toutes ces BD qu'on vient de vous présenter, plus incroyables les unes que les autres. On vous retrouve sur Facebook, YouTube et puis RCN. Et maintenant, ciao et voilà. À bientôt. À bientôt. Et Au revoir tout le monde. Merci Jean-Luc. RCN, www.rcn-radio.org